Bonjour, mon nom est Jean Barry, je suis avocat, professeur au département de sciences juridiques de l'UQAM, administrateur du Centre québécois du droit de l'environnement et aussi auteur du Guide citoyen du droit québécois de l'environnement qui est paru en mai 2018 chez Éco-Société. L'objectif des capsules que nous tournons présentement avec le CQDE, c'est de vous faire connaître, comprendre les différents mécanismes qui ont été modifiés l'année dernière, en 2018, dans la loi sur la qualité de l'environnement, concernant les droits des citoyens en matière d'environnement. Vous allez peut-être trouver ça étrange qu'on commence par parler du droit international de l'environnement, de la Déclaration de Rio de 1992, mais c'est parce que les problèmes environnementaux se ressemblent un peu partout sur la planète et le Québec ne fait pas exception. Et pour ce qui est des droits des citoyens, c'est vraiment en 1992 que le principe 10, qui est très important, dit, et c'est pas n'importe quoi quand on connaît le langage utilisé en droit international, qu'on soit aussi précis, aussi affirmatif, la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés au niveau qui convient. Donc, c'est pas une façon parmi d'autres, une bonne façon qu'on privilégie, qu'on encourage. C'est la meilleure façon. Et on continue en disant, au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux substances et les activités dangereuses dans leur collectivité, et avoir la possibilité de participer au processus de prise de décision. Et on termine avec un accès effectif à des actions judiciaires et administratives doit être assuré. Ça, c'est les trois grands piliers, les trois grands droits procéduraux qu'on appelle, qui sont consentis aux citoyens et qui se retrouvent dans la loi québécoise sur la qualité de l'environnement et dont on va aborder plus à détail dans différentes capsules. Ces droits-là, au niveau international, ont évolué puisqu'en 1998, l'Europe, le continent européen, a adopté une convention contraignante, donc les États sont assujettis au contenu de cette convention-là, qui porte, le nom l'indique, sur l'accès à l'information, participation et accès à la justice en matière d'environnement. Et tout dernièrement, l'année dernière, en 2018, la communauté, les pays des Caraïbes et d'Amérique latine, les 33 États de cette région-là, ont eux aussi adopté un traité contraignant et qui va beaucoup plus loin que la Convention européenne d'Aarhus, qui a beaucoup de nouveautés parce que sur ces questions-là d'information, d'accès à l'information, de participation et d'accès à la justice, le droit international a beaucoup évolué et on va voir par contre qu'au Québec, oui, avec la dernière réforme, on a fait avancer des choses, mais qu'on n'a peut-être pas évolué aussi rapidement qu'il a été souhaité par le droit international. Donc, les différentes capsules que vous allez pouvoir visionner sur le site du CQDE traitent des trois grands piliers procéduraux, soit l'accès à l'information, la participation et l'accès à la justice. Donc, suite au visionnement des différentes capsules, si vous avez des questions supplémentaires, je vous invite fortement à vous procurer ou sinon consulter en bibliothèque le Guide citoyen du droit québécois de l'environnement, dont les droits d'auteur, tous les profits de la vente vont au Centre québécois du droit de l'environnement. Dans ce guide-là, il y a trois personnages principaux, Yus et Légumes, et les petites grenouilles là, qui symbolisent l'environnement. Yus et Légumes voulant dire droit et loi en latin. Et ce livre-là, comme les personnages l'indiquent, vise à faire connaître les différentes règles juridiques, mais dans une perspective de protection de l'environnement. Et la petite grenouille nous dit enfin, parce qu'effectivement, il n'existe pas beaucoup d'ouvrages juridiques dans une perspective citoyenne, et ce guide-là a été construit de cette façon-là. Donc, sans plus tarder, bon visionnement. Donc, le premier palier, le premier droit qui est accordé aux citoyens, tant au niveau international qu'au Québec, c'est la question du droit d'accéder à l'information de nature environnementale. Ce droit-là se divise en deux parties. Et c'est pour ça qu'il y a aussi deux capsules. La première partie, c'est ce qu'on appelle la forme passive d'accès à l'information. Pourquoi passive? Parce que les États, les gouvernements n'ont rien d'autre à faire que d'attendre des demandes d'accès. Si personne fait de demande d'accès à l'information, ils ne sont pas obligés de communiquer les informations de nature environnementale. Donc, c'est par le biais de ce qu'on connaît généralement, les demandes d'accès à l'information, et on va voir que ça existe des demandes spécifiques en vertu de mécanismes de la loi sur la qualité de l'environnement, l'article 118.4, et qu'il existe aussi une loi générale, la loi sur ce qu'on appelle souvent la loi sur l'accès, qui permet aussi de faire des demandes d'accès à l'information. Au niveau environnemental, il faut savoir que
L'article 118.4 existe depuis 1978. Parce qu'en 1978, il y avait une grande réforme de la loi sur la qualité de l'environnement qui avait donné pour la première fois des droits aux citoyens, les 3 grands droits, la première fois des droits d'information, des droits de participation, on avait créé le BAP à l'époque, et un recours particulier d'accès à la justice, l'injonction environnementale, qui est vu dans d'autres capsules. Donc, ce que dit 118.4, maintenant avec la réforme qui a été adoptée, c'est que toute personne ou municipalité a droit d'obtenir du seul ministère de développement. Son nom change, là, ce ministère-là, mais c'est le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Copie ou renseignement des documents disponibles suivants. Et là, vous avez maintenant un énoncé de types de documents qui sont accessibles par le biais d'une demande. Vous devez en faire la demande au ministère. Et ce qui est important, c'est, par exemple, tout renseignement concernant le premier paragraphe, la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants qui sont rejetés par une source de contamination, donc de pollution, et concernant la présence d'un contaminant dans l'environnement. En revanche, il faut être clair sur ça, ce que ça signifie, c'est qu'on ne peut pas, par le biais de cette demande-là, obtenir un renseignement sur un document qui a été présenté, par exemple, pour un promoteur, pour obtenir une autorisation, et qui dit qu'il prévoit, par exemple, émettre telle quantité de CO2 ou peu importe le contaminant, parce que ce renseignement-là, les tribunaux ont décidé, et là maintenant c'est très clair comment c'est écrit, ne porte pas sur des documents, des renseignements sur des contaminants qui sont rejetés par une source de contaminants. Ces renseignements-là, ils ne portent pas sur des contaminants qui sont présents dans l'environnement. Ils le deviendront éventuellement. Mais 118.4, malheureusement, c'est pas une forme d'accès à l'information qui respecte le principe de prévention, qui fait en sorte que pour prévenir, vous devez savoir avant que la contamination ait lieu. Donc, vous devez avoir accès aux informations auparavant pour vous prévenir, faire en sorte qu'il y a des modifications qui soient apportées, etc. Mais dans ce cas-ci, 118.4 concerne strictement les renseignements sur des contaminants rejetés ou présents dans l'environnement. Et vous avez aussi une série d'autres, on ne s'attardera pas très brièvement là-dessus, d'autres types de documents qui sont accessibles par une demande d'accès à l'information spécifique au ministère de l'Environnement en vertu de l'article 118.4. Comme j'ai dit, il existe aussi, et c'est très fréquemment utilisé, le ministère de l'Environnement à lui seul reçoit en moyenne 12 000 demandes d'accès à l'information par année en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ce qu'on appelle souvent la loi sur l'accès à l'information. Et cette loi-là, contrairement à l'article 118.4, elle s'applique à tous les organismes publics, donc les municipalités, les universités, les services de santé, scolaires, etc., et effectivement tous les ministères. Donc, ça peut être ces organismes-là peuvent posséder des informations de nature environnementale. Donc, c'est important à savoir qu'on peut faire, et c'est facile, de faire une demande d'accès pour obtenir des renseignements qui peuvent nous être utiles dans notre volonté de protéger l'environnement. Et le principe de la loi est très clair. On verra plus loin que dans d'autres capsules que malheureusement, il y a plusieurs restrictions dans cette loi-là. Il y a plusieurs exceptions au principe général qui limitent souvent la possibilité d'obtenir les documents, mais quand même. Et ce qui est important à retenir, c'est que ce droit d'accès-là, il est limité aux organismes publics. Vous ne pouvez pas faire une demande d'accès à l'information à Bombardier ou à SNC-Lavalin, c'est des entreprises privées, mais aux organismes publics. Comme j'ai dit, les municipalités, etc. Et aussi, une des choses qui se passe, c'est que quand l'État privatise des organismes qui avaient des fonctions publiques, ça fait en sorte que la loi sur l'accès ne s'applique plus à eux. Par exemple, le pont de la 25, qui avait donné un exemple célèbre. Quand on a conçu le pont de la 25, c'était le premier partenariat public-privé. Et il y a un journaliste qui a fait une demande d'accès pour savoir où étaient déposés les boues contaminées à ce moment-là. Et la réponse de l'entreprise, c'est que nous ne sommes pas visés par la loi sur l'accès aux documents, tandis qu'auparavant, ce type d'infrastructure-là, c'est le ministère du Transport, et le ministère du Transport est bien évidemment assujetti aux obligations de la loi sur l'accès. Donc,
Et autre chose, c'est important, pour faire une demande de loi en vertu de la loi sur l'accès, on n'écrit pas au ministre directement. Sur les sites Internet de tous les organismes administratifs qui sont visés, ils sont obligés de montrer qui est responsable. Chaque organisme a un responsable d'application de la loi sur l'accès et c'est à lui qu'on envoie la demande pour obtenir tel document. Et sa décision est revisable par un organisme, un genre de tribunal administratif, la Commission d'accès à l'information. Donc, c'est pas parce qu'on nous a dit non au ministère de l'Environnement que tout arrête là. Il y a une possibilité de contester cette décision-là devant un tribunal administratif. Malheureusement, le délai moyen à l'heure actuelle est de 22 mois. Souvent, ça décourage les gens d'aller plus loin. Mais il ne faut jamais sous-estimer cette possibilité-là. Et d'ailleurs, le Centre québécois du droit de l'environnement fait de plus en plus épaule des demandes d'accès à l'information ou de représentation devant la Commission d'accès à l'information. Et je vous invite, si jamais vous avez un problème en vertu de la loi sur l'accès, à communiquer avec le Centre québécois du droit de l'environnement. Donc ça fait le tour, si on veut, de la forme passive d'accès à l'information. Ici, vous voyez un exemple récent l'année dernière qui montre les limites de cette forme passive d'accès à l'information. Donc, où là, c'est un journaliste qui a fait enquête et qui s'est rendu compte que ça faisait 5 ans que et la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, le ministère de l'Environnement, étaient au courant, étaient conscients que les citoyens de Montréalais s'étaient exposés à des émanations d'arsenic, c'est pas rien, de 2 à 4 fois les normes d'arsenic en vigueur, mais ni le gouvernement ni la Ville n'avaient avisé les citoyens ni imposé de pénalité à l'entreprise. Donc, on le voit, l'information environnementale, elle existait, le ministère est au courant, le gouvernement est au courant, mais à défaut de demande d'information, de demande d'accès, la forme passive, ils n'étaient pas obligés de divulguer cette information-là. C'est pour ça qu'au niveau international, de plus en plus, ce qu'on met de l'avant, c'est une obligation active d'information, entre autres par le biais de registres et les possibilités offertes par les nouvelles technologies. Donc, je vous invite à consulter la deuxième capsule qui va porter sur la forme active d'accès à l'information environnementale. Donc, la deuxième façon d'accéder à l'information de nature environnementale est certainement la façon la plus conséquente et celle qui est mise de l'avant partout sur la planète. C'est la forme active, c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, le gouvernement n'a pas à attendre des demandes d'accès à l'information. Il doit être actif. Il doit obligatoirement, dans un certain délai, rendre public par le biais de registres sur Internet une série de documents tels qu'énumérés dans la loi. Et on va les voir aujourd'hui dans le nouveau registre, la nouvelle loi. C'est l'article 118.5 qui correspond à cette forme active d'accès à l'information. Je fais une mise en garde parce que encore là aussi, l'article 118.5 existait depuis 1978 et il est encore accessible sur Internet. C'est encore la vieille version parce que l'article 118.5 de la réforme n'est toujours pas en vigueur au moment où on se parle. On attend un décret du gouvernement qui va mettre en vigueur cet article-là. Mais c'est quand même intéressant de connaître le contenu parce qu'il va être mis en vigueur à un moment donné et que c'était une des principales avancées de la réforme de 2017-2018. Donc, ce que ça dit, c'est que le ministre tient un registre dans lequel sont rendus accessibles au public les documents et les renseignements suivants. Donc, il n'y a pas de demande, le ministre a l'obligation de les rendre accessibles. Et là, les 2 premiers paragraphes, vous voyez, il y a 16 paragraphes dans la disposition de 118.5, donc il y a beaucoup de documents qui sont énumérés. Vous devez vérifier cette liste-là pour savoir si le document que vous recherchez correspond à un des paragraphes. Mais pour les 2 plus importants, c'est vraiment paragraphes 1 et 2 parce que c'est les demandes d'autorisation. C'est souvent ce qui nous intéresse. On veut connaître, il y a un promoteur qui veut entreprendre un projet industriel, commercial, etc., avec des impacts environnementaux possibles. On veut connaître
la demande d'autorisation. Qu'est-ce qu'il se propose de faire pour être capable de réagir, le principe de prévention? C'est quoi les analyses qu'il dépose au ministère? Donc, toutes les demandes d'autorisation seront maintenant sur ce registre-là. Plus besoin de faire des demandes d'accès seulement par un simple clic. Le document PDF, aujourd'hui, tout est numérisé. Les promoteurs ont même l'obligation de remettre tous leurs documents et leurs demandes sous forme numérique, donc facilement accessible. Donc, toutes les demandes. Et le deuxième paragraphe, qui est majeur, qu'on n'avait pas auparavant, les autorisations. Donc, l'autorisation du ministre, avec les conditions éventuellement, et incluant tous les renseignements, documents, études ou analyses mentionnés à l'article 27, on y reviendra tantôt sur cet article-là, ainsi que les autres renseignements, documents ou études faisant partie intégrante de celle-ci, et ça c'est extrêmement important, parce que auparavant, jusqu'à cette réforme, il y a eu plein de décisions, malheureusement, dans les tribunaux, la Commission d'accès à l'information, la Cour du Québec, parce que on nous remettait le certificat d'autorisation comme tel, l'autorisation du ministre. Et ça, c'est une lettre de 2 pages qui dit le ministre, Madame le ministre, autorise le ou la présidente de l'entreprise à faire son projet à telle condition. Mais dans ce document-là, on mentionne un exemple, le débit réservé, c'est la quantité d'eau qu'un barrage doit laisser s'écouler à des fins esthétiques, biologiques, etc. Donc, si c'est mentionné débit réservé, et là, souvent, c'est indiqué, selon la lettre envoyée par le promoteur ou le président à telle date. Donc, ces lettres-là, ces documents qui en faisaient partie intégrante de l'autorisation n'étaient pas accessibles. Donc, toutes les conditions d'autorisation qui étaient dans ces documents-là envoyés par les promoteurs n'étaient pas accessibles aux citoyens, donc on ne pouvait pas connaître les conditions d'autorisation des projets. Et ça, c'était un enjeu majeur. Et les renseignements, documents et études d'analyse mentionnés à l'article 27, c'en était un autre. Par exemple, ça arrive très fréquemment que le ministère va exiger du promoteur qu'on lui remette une étude de caractérisation des sols, une analyse hydrogéologique, pour déterminer les impacts. Et un exemple classique qui est allé devant les tribunaux aussi, par exemple, une municipalité de Chertsey n'était pas d'accord avec qu'il y ait une nouvelle carrière supplémentaire. Il y en avait déjà plusieurs sur leur territoire, parce qu'il y avait des craintes pour l'État, la qualité des nappes phréatiques. Le ministère a autorisé le projet sur la base d'une étude hydrogéologique que le promoteur lui avait remis. La municipalité a contesté ça, voulait avoir accès à cette étude-là pour déterminer, est-ce que c'est vrai qu'il y aura pas c'est pas dangereux pour nos nappes phréatiques? Parce que eux, la municipalité avait fait faire une analyse hydrogéologique qui n'allait pas dans le même sens que celle remise par le promoteur. Et malheureusement, la municipalité n'a jamais pu obtenir l'analyse en question, les documents, les études d'analyse, parce que c'est un document qui était remis par un tiers au sens de la Loi générale sur l'accès à l'information. Ce n'était pas un document qui avait été confectionné par un ministère, c'était un demandeur d'autorisation. Et en vertu des mécanismes de la Loi sur l'accès, malheureusement, c'est le tiers qui a le droit de veto. Il peut, s'il dit qu'il n'est pas d'accord à remettre ce type de document-là, le ministère n'a aucune autre possibilité, il ne peut pas, il n'y a pas la possibilité, c'est obligatoire. Donc, ça a empêché pendant une trentaine d'années les groupes environnementaux, les groupes de citoyens, les municipalités d'obtenir ces documents-là qui justifiaient l'autorisation et obtenir aussi tous les documents dans lesquels se retrouvaient les conditions d'autorisation des projets. Un article qui est nouveau depuis l'an dernier, c'est sur les demandes d'autorisation, c'est l'article 23. Et les petits bonhommes souris que vous voyez, c'est une appréciation de cet article-là. La personne de la municipalité qui demande une autorisation doit à son soutien, donc c'est une obligation, elle doit fournir les renseignements et documents suivants. Et donc, la nature, la quantité, la concentration et la localisation de tous les contaminants qui sont susceptibles d'être rejetés dans l'environnement. Et c'est là que le principe de prévention s'applique, parce que ça, on est au moment de la demande d'autorisation. Donc, au moment de la demande d'autorisation, l'entreprise n'a pas le choix, il faut qu'elle donne toute la nature, quantité, concentration, localisation des contaminants
qu'elle prévoit rejeter si le ministre l'autorise. Et donc, comme ça va se retrouver sur le registre de 118.5, toutes les demandes d'autorisation, on va pouvoir savoir, avant que l'autorisation soit donnée, et agir en conséquence, donc faire agir le principe de prévention, parce qu'on va apprendre dans tel coin sur notre municipalité, il y a tel type de projet et ce type de projet-là risque d'émettre tel type de contaminant. Donc ça, et ça le dit que ces renseignements-là ont un caractère public. Donc ça, c'est une avancée importante. L'article 23 continue en disant aussi, important pour les groupes de citoyens, toute demande qui ne comprenant pas les renseignements et les documents qui sont déterminés par la loi et le règlement n'est pas recevable pour analyse par le ministre. Donc là, c'est clair, la loi prévoit que vous devez remettre tel type de document quand vous demandez une autorisation. Si vous ne le faites pas, le ministère n'a pas le droit d'analyser votre demande. Donc, une des choses qu'il faudra vérifier quand le ministère va émettre des autorisations, la première chose à regarder, est-ce que cette autorisation-là, ils l'ont émise une fois que tous les documents obligatoirement exigibles avaient été effectivement remis par l'entreprise. Parce que si l'entreprise n'a pas remis les documents que la loi exige, le ministère n'avait même pas le droit de l'analyser, donc encore moins le droit de l'autoriser. Donc, on pourrait faire annuler cette autorisation-là. Donc, c'est une chose nouvelle à regarder et à considérer. Et aspect positif pour le droit municipal. Vous savez que les municipalités jouent un rôle de plus en plus important et c'est très bien dans le domaine de l'environnement. Et auparavant, les municipalités ne recevaient même pas le dossier d'autorisation des projets, apprenaient avec stupeur certaines fois qu'un projet avait été autorisé sur leur territoire. Et donc maintenant, le demandeur d'autorisation doit transmettre une copie de celle-ci à la municipalité sur le territoire duquel le projet est visé. Donc ça, c'est un point positif. Le caractère public des registres, il y a un article là, qui s'applique à l'ensemble des registres qui sont dans la loi sur la qualité de l'environnement, il y en a plus qu'un. Et ce que ça dit, sous réserve des restrictions au droit d'accès prévues aux articles 28, 28.1 et 29 de la loi sur l'accès aux documents, c'est la fameuse loi générale que j'ai mentionnée tantôt, les documents et les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public. Bien ça fait l'objet d'une sévère bataille que le CQDA a menée, parce que dans le projet de loi initial, c'était effectivement le libellé. On a mentionné que les articles 28, les restrictions de la loi sur l'accès, 28, 28.1 et 29, comme on voit là. Ces restrictions-là ne devraient pas avoir d'impact sur l'accès aux informations de nature environnementale parce que ça ne concerne que l'administration de la justice. C'est pour éviter que, par exemple, quelqu'un fasse une demande d'accès à l'information pour obtenir le dossier d'enquête qui est en préparation au sein du ministère, là, éventuellement pour lui remettre des sanctions ou des pénalités. Donc ça, on ne veut pas ça. C'est des restrictions qui permettent de dire non à une demande d'accès à l'information. Par contre, les entreprises ne sont pas restées insensibles aux modifications qui étaient amenées dans le projet de loi. Elles ont fait des mémoires, comme le CQDA et les groupes environnementaux, et la plupart d'entre eux avaient demandé dans leur mémoire d'inclure, je pense au Conseil patronal d'environnement du Québec, le Conseil du patronat et la Fédération des chambres de commerce, d'ajouter à l'énumération les articles 28, 29.1 qui n'ont pas d'importance, mais d'ajouter les articles 23 et 24, deux petits numéros. Et ça avait été fait en pleine commission parlementaire d'études analysées d'article par article. Le ministre Hortel et avec l'appui des deux autres partis qui n'ont pas vu passer ça, on avait modifié ce qui nous avait été annoncé comme étant une modification importante et positive de la loi, mais qu'on avait ajouté les articles 23 et 24. Et si vous voyez le texte ici, c'est ces deux articles-là, et c'était écrit partout, tous les documents depuis 30 ans, même ceux de la Commission d'accès à l'information, c'est ces deux dispositions-là qui empêchaient 95% des demandes d'accès à l'information de réussir, qu'on obtienne l'information, parce qu'on donnait un droit de veto total aux entreprises. Ce que ça dit, parce que ces deux dispositions-là existent encore dans la loi générale sur l'accès,
Ce qui était bien et ce qui est bien avec la nouvelle loi sur la qualité de l'environnement, c'est que ça les écarte. Mais la loi générale sur l'accès à l'information dit toujours qu'un organisme public ne peut communiquer. Ils n'ont pas la possibilité, là, c'est obligatoire, ils ne peuvent pas le communiquer. Le secret industriel d'un tiers, ça, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun groupe en environnement ou de citoyens qui revendique que les secrets industriels soient rendus publics. Protection des brevets, etc. C'est pas ça le problème. Et c'est très rare dans une demande d'autorisation environnementale qu'on ait à divulguer un secret industriel. Mais c'était la suite qui était le problème. Un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique, fourni par un tiers et traité de façon confidentielle sans son consentement. Essayez d'imaginer, si vous regardez cette capsule, vous êtes préoccupé par l'environnement, une information de nature environnementale qui ne soit pas de nature soit industrielle, financière, commerciale, scientifique ou technique. Je vous mets au défi, c'est impossible. Les renseignements de nature environnementale ne sont pas des renseignements de nature culturelle. Ils sont souvent commerciaux, scientifiques, techniques ou industriels. Et donc, cette disposition-là faisait en sorte que tous les promoteurs qui remettaient des projets, des documents en vue d'obtenir des autorisations avaient un droit de veto et on n'obtenait pas les informations. L'article 24 allait dans le même sens. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat. C'est très, très large, ça, là. Et donc, ce que ça faisait, ça aussi, même si la nature du document, en vertu de l'article 23, n'était pas nécessairement touchée par un renseignement, les promoteurs n'avaient à dire que la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, et la Commission d'accès à l'information disait, et les ministères, on ne peut vous donner, on ne peut rendre public ces autorisations-là. Donc, on y a échappé belle, parce que le CQDE a entrepris une campagne de mobilisation. Il y a des centaines de personnalités qui ont écrit au premier ministre, M. Couillard, à l'époque. Et finalement, il y a eu un compromis qui a été trouvé, et qui a été l'article, on a retiré les articles 23 et 24 ne sont plus mentionnés. Et le compromis, et comme tout compromis, c'est l'histoire qui dira sa valeur, parce que ça fait pas longtemps, mais le compromis, c'est que la personne ou la municipalité qui demande une autorisation au ministre doit, dans sa demande, identifier les renseignements et les documents n'ayant pas un caractère public, selon elle, et qu'elle considère être secret industriel ou commercial confidentiel et aussi justifier cette prétention. C'est pas juste de dire « Ah, c'est un secret industriel ». Ils doivent justifier cette présentation-là. Et là, on voit que c'est le secret industriel ou commercial confidentiel, donc on n'est plus là un renseignement de nature industrielle, commerciale, technique, financière, etc. Le secret industriel, ça touche beaucoup moins de documents et d'informations. Et ce n'est plus un veto non plus. Si le ministre n'est pas d'accord avec les prétentions du demandeur, et selon lequel c'est un secret industriel, il peut déterminer, il avise le demandeur, que ce renseignement-là va être rendu public, donc dans les 15 jours. Et ça, c'est le compromis qui a été trouvé, qui préserve d'un côté le secret industriel ou commercial des entreprises, mais sans aller aussi loin qu'auparavant, donc en rendant accessible une série de renseignements de nature environnementale qui portent, comme je l'ai dit, toujours sur des questions industrielles, commerciales, techniques, etc. Dans les conditions d'autorisation, un nouvel article aussi, l'article 27, l'autorisation incluant les documents qui en font partie intégrante. Donc ça, c'est le rappel, ce que je vous ai mentionné tantôt. Dans l'autorisation, souvent, on mentionne des documents qui ont été remis par les tiers et qui font partie intégrante de l'autorisation, donc qui sont des conditions d'autorisation. Et ça dit, l'autorisation contient la description, la source des contaminants, de même que les points de rejet dans l'environnement. Donc, une fois la demande reçue, le ministère étudie la demande, autorise avec certaines conditions, et là, les conditions, ça peut être la description, la source des contaminants qui seront émis par ce nouveau projet-là, et les points de rejet dans l'environnement, et toutes conditions, restrictions, interdictions et normes particulières applicables à l'activité. Donc, ça aussi, tout ça va être rendu public automatiquement, sans besoin de faire de demande d'accès, par le biais du registre nouveau de 118.5. Et donc, les renseignements, l'article 27 le dit,
ont un caractère public et les études et autres analyses soumises par le demandeur sur lesquelles se fonde l'autorisation délivrée par le ministre ont également un caractère public. Mon exemple de Chersey de tantôt, l'étude hydrogéologique qui avait été fournie par le promoteur de la carrière sablière, c'est sur cette base-là que le ministère décide d'autoriser le projet. Ben, il doit rendre public sur le registre l'étude sur laquelle s'est fondée l'autorisation, et ça peut être dans n'importe quel domaine. Donc, encore là, on va mieux comprendre et être mieux en position d'agir pour protéger l'environnement en ayant l'ensemble des données. Évidemment, c'est clair que tout le monde a hâte, et il faudra faire des pressions si ça n'arrive pas bientôt, que le registre public, le nouvel article 118.5 soit mis en vigueur parce que c'est une avancée importante. Un des autres nouveautés au niveau de l'accès à l'information, c'est qu'on a créé un nouveau registre, vous savez, pour les projets assujettis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts en environnement, les grands projets majeurs. Le ministère de l'Environnement autorise à peu près 5000 projets par année. Là-dessus, il y en a entre 15 et 20, selon les années, qui sont des projets majeurs. On pense aux infrastructures routières de transport, mais aussi d'énergie. Et où, là, ces projets-là sont assujettis à une procédure particulière qui peut mener à des audiences publiques du BAP, ce qu'on voit dans la capsule sur la participation. Mais sur la question de l'information, il y a un nouveau registre qui a été créé spécifiquement pour ces projets-là, et donc dans lequel on va retrouver les avis, toutes les directives, les observations et les enjeux soulevés en vertu des articles 31.3 et 31.3.1. Ça, c'est la nouvelle consultation, donc on va aborder aussi dans la capsule sur la participation publique, mais il y a une nouvelle consultation préalable sur les enjeux que devrait contenir, que devrait aborder la directive d'impact que doit préparer le promoteur. Tous les documents qui sont l'étude d'impact, les autorisations délivrées, encore les recommandations du BAP, les autorisations, et on a repris aussi tout autre renseignement, document ou étude faisant partie intégrante de celle-ci, parce que même les projets majeurs comme ceux soumis au BAP avaient, dans les 30 dernières années, les mêmes limites dues aux articles 23 et 24 de l'accès à l'information. On ne pouvait pas avoir les conditions d'autorisation, même si le décret, dans ce cas-là, était publié à la Gazette officielle, le décret d'autorisation, parce que dans le décret, c'est indiqué, mon exemple de débit réservé, voir la lettre envoyée par le promoteur à telle date, et cette lettre-là, elle n'était pas publique. Donc maintenant, dans ce nouveau registre-là, l'ensemble des documents, et vous l'avez ici, je vous invite à le consulter. C'est pas le plus convivial des registres que j'ai vu dans ma vie, mais quand même, il y a une chose intéressante, c'est que vous pouvez vous enregistrer et faire en sorte que vous allez être avisé par courriel, mettons, puis vous vous enregistrez pour une région précise, votre région, ou pour type de sujet, tout projet de centrale hydroélectrique ou de parc éolien, par exemple. Et là, vous allez être avisé par courriel à chaque fois qu'il y a un nouveau document qui va être déposé sur le registre. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller consulter le registre à chaque matin. Vous allez recevoir un courriel. Et donc, les groupes régionaux, les groupes nationaux, par région, c'est très important et c'est très utile de s'inscrire à ce registre-là et de le consulter. Il existe un certain nombre de registres dans la loi sur la qualité de l'environnement qui n'ont pas été modifiés dans la réforme récente, mais qui doivent être connus des citoyens parce que, par exemple, vous avez le registre concernant les renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires et celui aux déclarations de culpabilité. Des fois, on voit arriver des promoteurs dans notre région, dans notre municipalité, qui nous disent qu'ils vont faire un projet totalement vert, développement durable, quasiment vegan. Mais si vous allez vérifier ces registres-là et que vous vous rendez compte qu'à peu près aux 2 ans, cette entreprise-là se fait condamner à des sanctions administratives ou pénales, ça peut peut-être mettre un petit bémol sur son discours vert et vous allumer une petite lumière jaune-orange dans votre esprit et faire des vérifications subséquentes. Et il y a un registre là, qui reste à créer, qui est celui qui est dans la loi, mais qui n'est toujours pas fait. C'est celui sur la nouvelle procédure d'évaluation environnementale stratégique. Donc ça fait le tour des
trois des grands registres publics et d'un des principaux acquis de la dernière réforme, la méthode active d'accès à l'information environnementale au Québec. Donc maintenant, on aborde le deuxième grand pilier, le deuxième droit procédural qui est garanti aux citoyens pour protéger l'environnement, qui est celui de participer à la prise de décision. Ce droit-là avait été mis en place en 1978 au Québec lorsqu'on avait créé, entre autres, le Bureau d'audience publique en environnement et mis sur pied une nouvelle procédure, la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, qui ne visait que les projets jugés majeurs, qui avaient des impacts possiblement majeurs sur l'environnement. Et donc, seulement sur ces projets-là, les citoyens sont consultés. C'est encore le cas aujourd'hui. La très grande majorité des autorisations environnementales au Québec se passent sans que les citoyens ne soient consultés. Mais pour les plus importants, oui, on a ça, c'est un acquis. Et donc, dans la récente réforme, il y a eu des modifications, peut-être pas si importantes qu'en termes de qualité, sur la question de la qualité de l'information environnementale disponible, mais quand même, il y a des ajouts intéressants qui doivent être connus des citoyens. Donc, le premier, c'est un nouveau pouvoir d'assujettissement au ministre. Il faut savoir que cette procédure-là, c'est pas le ministre qui le matin se lève en disant est-ce que j'assujettis ou pas tel type de projet selon son humeur. Les critères d'assujettissement sont dans un règlement. Donc, c'est des critères, très souvent, c'est des seuils d'assujettissement, très souvent de nature technique. Par exemple, pour les petites centrales hydroélectriques, ça a déjà été une puissance installée de 10 MW, maintenant c'est 5 MW, mais une centrale qui avait 9,7 MW, et c'était très souvent le cas dans les années 90, alors que c'était 10 le seuil d'assujettissement, n'était pas donc soumis et n'avait pas à faire une étude d'impact et il n'y aurait pas d'audience publique devant des citoyens et c'est le seul ministre de l'Environnement qui donne l'autorisation, tandis que quand c'est pour ces grands projets-là, seul le gouvernement peut autoriser ces projets-là par le biais d'un décret. Auparavant, le ministre n'avait pas le droit d'assujettir un projet qui n'était pas dans la liste réglementaire. Et ça se comprend. On vit dans un état de droit. Le législateur a donné au gouvernement le pouvoir de déterminer quel type de projets vont être assujettis. Un ministre tout seul ne peut pas changer un document juridique comme un règlement qui a été voté, adopté par l'ensemble du Conseil des ministres. Donc, c'est impossible. Et ça faisait que souvent, on voyait les groupes environnementaux qui disaient « on demande au ministre d'assujettir tel projet » qui n'était pas dans le règlement. Mais le ministre ne pouvait pas, légalement, le ministre ne pouvait pas, même s'il aurait voulu, assujettir ce projet-là. Donc, dans la nouvelle loi, on a corrigé cette chose-là. Le gouvernement peut, exceptionnellement, donc là, exceptionnellement, est-ce que ça sera, c'est nouveau, là, on n'a pas encore vu un cas d'application, est-ce que ça sera une fois par année, une fois par 10 ans ou une fois par siècle, ça reste à voir. Sur recommandation du ministre, assujettir à la procédure prévue dans la présente sous-section un projet qui n'est pas visé par l'article 31.1 et donc le règlement sur l'évaluation des examens. Et là, il y a 3 cas. Et ces cas-là, c'est important que les citoyens et les groupes environnementaux en soient conscients. 1, il est d'avis que les enjeux environnementaux que peut susciter le projet sont majeurs et que les préoccupations du public le justifient. Donc là, c'est important que le public fasse connaître ses préoccupations, qu'il fasse savoir au ministre quand on considère dans une région, une municipalité qu'un projet est majeur. Par exemple, un projet minier qui passerait en dessous des seuils d'assujettissement. Des fois, les seuils sont très élevés et on peut avoir un projet de mine, mais qui ne sera pas assujetti, donc qui ne donnera pas lieu à des audiences publiques du BAP éventuellement, si on considère que les enjeux de ce projet-là sont majeurs, par exemple, il est situé à côté d'un estuaire, une source d'approvisionnement en eau potable incroyable, et qu'il y a des grandes préoccupations du public, on peut demander au ministre d'assujettir ce projet-là. Le deuxième paragraphe, c'est le projet implique une technologie nouvelle ou un nouveau type d'activité pour lequel il est d'avis que les impacts sont majeurs. Alors, pensons ici à quand est arrivée la question des gaz de schiste, de l'industrie des gaz de schiste, la fracturation hydraulique.
qui n'étaient pas assujettis ni même à une autorisation ministérielle, encore moins à la procédure d'évaluation d'examen. Dans ce cas-là, c'était une technologie nouvelle, un nouveau type d'activité, et c'était évident que les impacts appréhendés étaient majeurs. Il y a eu plein d'études à ce sujet-là. Et à ce moment-là, si on avait eu ce texte de loi-là, on aurait pu demander au ministre d'assujettir ces activités-là à une audience du BAP. Et le troisième, et non le moindre, il est d'avis que le projet comporte des enjeux majeurs en matière de changement climatique. Pensons ici au projet de la cimenterie mécaniste à Port-Daniel, en Gaspésie, qui n'a pas fait l'objet d'études du BAP, d'audience du BAP. Dans ce cas-là, c'était clair que ce projet-là, c'est le plus grand émetteur industriel de gaz à effet de serre au Québec. Dans ce cas-là, c'est clair que les enjeux étaient majeurs en matière de changement climatique et on aurait pu demander au ministre de l'assujettir. Il y a plusieurs groupes qui l'ont demandé, mais à l'époque, c'était impossible parce que la loi n'avait pas donné ce pouvoir-là au ministre et au gouvernement. Donc, c'est dans un des trois cas, là, ça ne prend pas les trois conditions. Une seule de ces conditions-là est rencontrée. On peut demander au ministre d'assujettir. Comment ça se passe? Parce qu'il y a des procédures à suivre, et ça, c'est important, il y a des délais. Le ministre, dans les 3 mois suivant le dépôt d'une demande d'autorisation conformément à l'article 23, donc, si ce projet-là n'est pas assujetti à la procédure, donc il est en dessous des seuils d'assujettissement, c'est l'autorisation environnementale ministérielle la plus fréquente qu'on voit. Donc, le promoteur, lui, il se dit, moi, je ne suis pas assujetti à la nécessité de faire une étude d'impact, je n'ai pas à payer des experts pour ça, je ne me ramasserai pas dans des audiences publiques. Donc, il a déposé une demande en vertu pour obtenir une autorisation ministérielle conformément à l'article 23. Et donc, lui, il s'attend à recevoir une autorisation du ministre à un moment donné. Donc, le ministre a 3 mois, une fois qu'il a reçu une demande, il doit, dans les 3 mois, l'informer. Désolé, monsieur le promoteur, j'ai reçu plusieurs demandes d'utiliser le pouvoir spécial de 31.1 parce que votre projet, par exemple, a des impacts majeurs sur les changements climatiques et je vais vous assujettir et vous allez devoir préparer une étude d'impact qui va tenir compte de la directive ministérielle que je vais vous envoyer. Donc, ça, c'est un ajout important, mais pour qu'il s'applique, il faut être conscient et aussi, donc là, l'utilité de vérifier les registres qui disent qu'un avis de projet a été déposé, parce qu'on a 3 mois. Si un groupe de citoyens arrive après 4 mois que l'avis de projet a été reçu par le ministre, c'est trop tard en vertu de la loi. Donc, d'où l'importance des registres publics et qu'on soit quand même conscient de les consulter de temps à autre. Donc, il y a un nouveau droit aussi pour les municipalités qui est conforme à ce qui s'est passé pour les autorisations ministérielles. Ça dit que quand un promoteur d'un projet qui est visé par cette procédure d'évaluation d'examen des impacts, il doit pas seulement envoyer le dossier complet au ministre de l'Environnement, il doit déposer le dossier complet à la municipalité sur le territoire de laquelle le projet s'est réalisé. Donc ça raison supplémentaire de s'intéresser à la politique municipale et à ce palier-là. Comment ça fonctionne, je l'ai dit brièvement, mais quand les projets sont assujettis à cette procédure-là, les projets majeurs, il y en a une quinzaine par année généralement, mais là, c'est qu'il y a une directive pour l'étude d'impact. C'est une fois qu'il a reçu l'avis de projet, que le ministère a reçu un avis de projet, le ministère envoie une directive au promoteur qui lui indique les sujets que le promoteur doit tenir compte, doit documenter dans son étude d'impact, qui va être rendu public et qui va faire le sujet de discussion en audience publique du BAP quand les gens en feront la demande, qu'on va voir tantôt dans quelques instants. Un des problèmes qu'il y avait depuis une trentaine d'années, c'est que souvent, l'étude d'impact qui était rendue publique abordait pas des sujets jugés fondamentaux par les citoyens de la région, par des groupes environnementaux, parce que la directive envoyée par le ministère aux promoteurs avait été silencieuse. Je donne l'exemple de la centrale hydroélectrique d'Hydro-Québec sur la Romaine. La directive envoyée par le ministère ne demandait pas de documenter les différentes alternatives à ce projet-là. Par exemple, ça aurait pu être l'éolien, mais ça aurait pu être l'efficacité énergétique avec le même 8 milliards de dollars d'investissement. Donc, sans surprise, la directive ne le traitait pas.
l'étude d'impact ne le traitait pas, et quand les gens sont arrivés devant les audiences publiques du BAP, ben, ils étaient mécontents et les commissaires du BAP ne pouvaient pas faire grand-chose parce qu'il y avait ces aspects-là n'avaient pas été documentés et pour eux, ces aspects-là étaient majeurs, beaucoup plus que savoir la capacité d'Hydro-Québec de déplacer tel type de poisson dans tel autre type de milieu, ce qu'ils sont tout à fait capables de faire. Donc, maintenant, on a corrigé ça parce qu'il y a une nouvelle consultation qui n'existait pas auparavant et qui pourtant existait, par exemple, au fédéral et dans plein d'endroits à travers la planète. Le Québec n'a pas inventé là-dessus, mais il y a une nouvelle consultation. C'est qu'après avoir reçu la directive du ministre, le ministre remet au promoteur une directive. Là, c'est à l'initiateur du projet, le promoteur. Il doit annoncer publiquement le début de la période d'évaluation environnementale, le dépôt au registre de l'avis au projet, donc un registre d'évaluation environnementale qu'on a abordé dans la capsule sur l'accès à l'information, la forme active. Donc, dans ce registre-là, et on retrouve la directive. Donc, là, les citoyens, les groupes, on est capable de consulter la directive. Et là, on a 30 jours. Et toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut faire part au ministre par écrit. Ça, c'est important. Là, il n'y a pas une assemblée publique d'organiser. Vous écrivez au ministre. Dans le délai prévu par règlement, ben ça, maintenant, il est sorti, il est public. On a 30 jours. De ces observations sur les enjeux que l'étude d'impact devrait aborder. Admettons, il y a un enjeu qui vous apparaît important et qui n'est pas dans la directive envoyée par le ministère. Vous pouvez demander au ministre, mais vous avez 30 jours pour le faire après l'avis de dépôt. Donc, encore là, l'utilité de vérifier les registres publics. Et là, à la suite de la consultation, le ministre transmet à l'initiateur du projet et publie au registre des évaluations environnementales les observations et les enjeux soulevés qui devront être pris en compte dans l'étude d'impact. Au moment où on enregistre la capsule, on vient d'avoir, parce que c'est tout nouveau, mais dans le fameux projet Gazoduc là, au Saguenay, à Saguenay, donc il y a eu une consultation de 30 jours et il y a eu plein de gens qui ont participé, de municipalités, qui ont ajouté des enjeux qui ne se retrouvaient pas, selon eux, dans la directive ministérielle. Et on vient de voir hier déposer sur le registre les commentaires et dont va devoir tenir compte le promoteur dans l'élaboration de cette directive. Donc ça, c'est un ajout supplémentaire. Une autre possibilité, vous savez, au Québec, c'est l'étude d'impact. Le caractère satisfaisant de l'étude d'impact, c'est déjà aller devant les tribunaux, parce que dans certains cas, on considérait que l'étude d'impact rendue publique était insatisfaisante, qu'elle ne répondait pas à la majorité des questions en environnement. Mais les tribunaux ont établi, et ça n'a pas changé, c'est le ministre qui estime que l'étude d'impact, c'est le ministre qui détermine si elle est satisfaisante. C'est un grand pouvoir qui lui est donné. Mais avec la nouvelle loi, si le ministre estime que l'étude d'impact ne traite pas de manière satisfaisante des sujets qu'elle doit aborder selon la directive ou ne tient pas compte de manière satisfaisante des observations et des enjeux soulevés par la consultation que je viens de mentionner, la nouvelle consultation de 30 jours sur le contenu de la directive, il soumet à l'initiateur du projet ses constatations et lui indique les questions auxquelles il doit répondre dans son étude d'impact avant qu'elle soit recevable. Donc là, le ministre a un rôle à jouer aussi pour assurer le suivi efficace et correct des observations qui ont été faites dans la période de consultation de 30 jours. Et on donne un nouveau pouvoir au ministre. Ça reste à voir comment il va l'utiliser. Lorsque le ministre juge l'étude d'impact non recevable, admettons que l'étude d'impact ne répond pas correctement à la directive ou correctement aux enjeux qui ont été soulevés par la population, malgré les réponses fournies par l'initiateur du projet, il lui transmet un avis à cet égard. Et cet avis met fin à l'évaluation environnementale. Donc ça, c'est quand même un pouvoir assez intéressant et drastique d'une certaine façon. Si le promoteur ne répond pas de façon satisfaisante au contenu de la directive et des enjeux qui ont été soulevés
par les citoyens dans la consultation de 30 jours. Si le ministre considère que le promoteur n'a pas répondu, il lui fait des observations. S'il considère que suite aux observations, les réponses n'ont pas encore été apportées, il a même le pouvoir de mettre fin à l'évaluation du projet sans même aller plus loin. Donc ça, c'est un nouveau pouvoir. Il reste à voir quand est-ce que ça va être utilisé. Quand ce qui est la norme, l'étude d'impact est jugée recevable par le ministre, bien là, ça n'a pas changé. On donne un pouvoir au BAP de tenir une consultation. Le ministre mandate le BAP de tenir une consultation publique. Et à moins que la demande soit jugée frivole, ce qui arrive très rarement, bien, il y a des audiences publiques qui vont être tenues. Une des nouveautés, et celle-là est peut-être moins positive, c'est qu'auparavant, on connaît bien, là, il y a 3 mandats possibles au BAP. Le premier mandat, c'est de tenir une audience publique. Ça, c'est celle qu'on connaît depuis 1978, dont plusieurs ont participé à des audiences publiques du BAP. La troisième aussi, médiation depuis la fin des années 90. Il y a des rapports de médiation du BAP. Lorsqu'il y a peu de requérants d'audience publique, c'est souvent sur des projets plus mineurs, là. Donc, la médiation environnementale peut servir. Et la nouveauté, c'est la consultation ciblée. Ça, disons que ça a été beaucoup plus critiqué par rapport des groupes environnementaux et le CQDE. Une consultation ciblée relativement aux préoccupations identifiées par le ministre ou par rapport aux personnes, groupes ou municipalités devant être consultées. Ça, si vous regardez ça, ça se rapproche, parce que les audiences du BAP, c'est tout le temps ouvert à tout le monde. Contrairement, par exemple, au processus qu'il y a devant l'Office national de l'énergie, là, quand on a ceux qui ont suivi le projet Énergie-S et qui pensaient peut-être aller témoigner aux audiences de l'Office national de l'énergie. Dans ce cas-là, c'est vraiment des consultations ciblées parce que vous devez être accepté pour faire reconnaître soit votre statut d'expert ou encore que vous êtes directement touché par le projet, que l'oléoduc passe sur votre terrain. S'il passe sur le terrain du voisin, vous ne pouvez pas participer aux audiences. Dans ce cas-ci, la consultation ciblée où le ministre déterminerait qui, les personnes, les groupes ou les municipalités devraient être consultés, encore là, il est trop tôt parce qu'on n'a pas d'exemple, mais c'est quelque chose qui est préoccupant et qui pourrait constituer un recul sur la situation qu'on a connue depuis 1978. Le BAP, il n'y a malheureusement pas eu de grands changements sur le mode de nomination, sauf le fait qu'on a établi une procédure de sélection. Il y avait beaucoup de gens, et ça fait plus de 30 ans que c'est demandé, qu'étant donné l'importance des rapports du BAP sur des enjeux majeurs au Québec, d'infrastructures, d'aménagement du territoire, etc., on demandait que le président ou le vice-président du BAP soit nommé par un vote des 2/3 des membres de l'Assemblée nationale, un peu comme les gens de la Commission accès à l'information, le vérificateur général du Québec, protecteur du citoyen. Ça garantit ce vote des 2/3-là, en tout cas, ça aide à garantir une plus grande indépendance et impartialité par rapport au parti politique qui est en place puis qui vous nomme présentement, parce que ça fait l'objet de plusieurs critiques et c'est vrai que quand un gouvernement dit publiquement qu'il veut réaliser tel projet d'autoroute et que c'est lui qui nomme les gens du BAP qui vont analyser le projet et que les contrats de ces gens-là sont renouvelables dans les 6 mois suivants, c'est un peu difficile peut-être de se prononcer contre le projet dans un rapport. Donc, l'idée du mode de nomination, malheureusement, ça n'a pas été retenu. Point positif, auparavant, le ministre avait 60 jours avant de rendre public un rapport du BAP. Maintenant, c'est réduit à 15 jours. Le ministre se sert de ça pour organiser sa campagne publique, si on veut, de relations publiques. Et le grand point, très négatif, contrairement à ce qui se passe en droit international, mais pas seulement. Au Canada, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, même la Régie de l'énergie au Québec, il y a du financement pour favoriser la participation du public au mécanisme de consultation. Depuis 1978, depuis la création des audiences du BAP, il n'y a malheureusement aucun mécanisme de financement et malgré toutes les demandes, il n'y a pas encore donc de financement. Donc les seuls qui participent à des audiences du BAP qui ne sont pas financés pour être là, c'est les citoyens dans la salle, parce que sinon, soit experts du ministère ou des différents ministères ou des entreprises qui demandent des projets, ben, tout le monde voit sa participation financée. Donc ça, c'est une des graves lacunes. Un point positif et négatif très rapidement, ça faisait longtemps aussi que c'est demandé et que ça existe ailleurs au niveau international, l'évaluation environnementale stratégique. Donc au lieu d'examiner un seul projet,
on fait ce qu'on appelle en amont. Par exemple, l'exemple ici au Québec, ça aurait été avant de se lancer dans la production, dans la mise en place de parcs éoliens, l'industrie éolienne. Si on avait fait une évaluation environnementale stratégique, ce qui était réclamé à chaque fois par le BAP dans ses rapports sur des projets de parcs éoliens précis, on aurait pu faire une évaluation environnementale stratégique de la filière éolienne et là déterminer pour l'ensemble du Québec un certain nombre de fonctionnements, que ce soit par rapport à des règles, respect des paysages, le bruit, les baux obligatoires, l'argent qui doit être versé aux propriétaires terriens qui permettent l'installation des tours éoliennes sur leur site, parce que ça, là-dessus, ça a été un peu le Far West aussi. Donc, c'est une discussion générale, et à savoir, par exemple, pourquoi Hydro-Québec est exclu de la construction de parcs éoliens, dans toute la question des alternatives. Et par la suite, une fois qu'on a fait l'évaluation environnementale stratégique, les évaluations environnementales des projets sont plus rapides et plus restreintes vraiment sur les enjeux locaux ou territoriaux, mais on a déjà débattu et décidé des grands enjeux des programmes, des plans, des politiques et des programmes. Donc, dans la nouvelle loi, on a mis une procédure d'évaluation environnementale stratégique, malheureusement, et les objectifs sont intéressants, là, vous les avez ici sur la présentation, prendre en compte les impacts climatiques et les impacts cumulatifs, ce que ne peut pas faire une procédure projet par projet parce que c'est des promoteurs différents. Donc, il n'y a aucun de ces promoteurs-là particulier qui est capable de savoir c'est quoi les impacts des autres projets puis c'est quoi les impacts cumulatifs. Quand on fait une évaluation environnementale stratégique, on peut réfléchir à ces questions-là. Donc, il y a des objectifs dans de l'ES, mais une procédure qui, malheureusement, et il n'y en a toujours pas de mise en place, mais que le gouvernement a gardé le total contrôle. C'est un comité consultatif sur les EES qui regroupe 5 hauts fonctionnaires, 5 sous-ministres de différents ministères. Et suite aux critiques, ils ont ajouté 3 représentants de la population. Mais la consultation sur l'évaluation environnementale stratégique qui normalement aurait dû revenir au BAP, vu que c'est le BAP qui fait les évaluations des projets, ça aurait été logique que le BAP fasse aussi l'évaluation environnementale stratégique, et pour qu'il y ait une logique et une continuité entre les deux. Mais non, la consultation peut être faite par le propre promoteur, le propre ministère d'une nouvelle filière. C'est variable à chaque cas. La seule chose, le ministre peut donner un mandat au BAP. Point positif, c'est que les rapports vont être, tous les documents qui vont être produits dans une future évaluation environnementale stratégique vont apparaître au registre des évaluations environnementales stratégiques. Donc ça conclut la partie sur la participation publique, qui était le deuxième pilier des droits procéduraux des citoyens. Donc, bienvenue à cette capsule qui porte sur le dernier des grands droits procéduraux qui sont accordés aux citoyens et qui sont reconnus sur la scène internationale, le droit d'accéder à la justice en matière d'environnement, la justice environnementale. Malheureusement, au Québec, c'est notre point faible. Si vous avez regardé les capsules précédentes, l'accès à l'information, il y a eu quand même bon nombre d'améliorations dans la dernière réforme. La participation du public, le Québec avait été assez précurseur en 1978 quand on a créé le BAP. Mais sur l'accès à la justice, malheureusement, la dernière réforme, il ne s'est rien passé ou presque, sauf qu'on a ajouté une disposition à la loi, une disposition préliminaire, qui va être beaucoup plus utile aux juristes et aux juges qu'aux simples citoyens parce que ce que ça vise, une disposition préliminaire, c'est de servir à l'interprétation de l'ensemble de la loi. Ça indique aux juges, par exemple, un plaideur, leur dire, regardez, là, si vous avez à trancher le sens de tel article de la loi, la loi, elle vise, et dans ce cas-ci, c'est intéressant, le contenu de la disposition préliminaire, vous voyez, vise la protection de l'environnement de même que la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, favorise la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'évolution des connaissances des technologies, les enjeux liés au changement climatique, la protection de la santé humaine. On fait de plus en plus le lien entre protection de l'environnement et protection de la santé humaine. La loi le reconnaît. Et la réalité des territoires des collectivités qui les habitent. Elles affirment le caractère collectif et d'intérêt public de l'environnement. Et ça, c'est très important
Parce que quand, par exemple, dans la question d'accès à l'information, qu'on voyait les restrictions où le secteur économique, les entreprises avaient un droit de veto qui leur était donné sur des informations importantes en matière d'environnement, bien, le caractère collectif et d'intérêt public de l'environnement, il milite aussi en faveur de la divulgation la plus large des informations de nature environnementale. Et on dit lequel inclut de manière indissociable les dimensions écologiques, sociales et économiques. Objectifs fondamentaux, protection, mais aussi amélioration de l'environnement, restauration, mise en valeur, gestion sont d'intérêt général. Et on mentionne les principes de développement durable, les 16 principes juridiques qu'il y a dans la loi sur le développement durable, sur lesquels j'en profite pour insister qu'un des plus importants probablement, et peut-être des moins respectés, c'est celui du respect de la capacité de support des écosystèmes. Si on respectait dans tout mécanisme d'autorisation la capacité de support des écosystèmes, probablement que notre planète et nos écosystèmes et notre santé iraient mieux. Mais c'est la seule chose dans la disposition préliminaire qui a été changée. Il faut savoir que, par exemple, depuis 1978, à l'époque, on nous avait accordé aux citoyens un droit à la qualité de l'environnement, mais ce n'est pas un droit dans l'absolu, dans la mesure prévue par la présente loi et les autorisations délivrées. Donc, tant et aussi longtemps qu'un promoteur respecte la loi ou son autorisation qu'il a reçue soit du ministre ou du gouvernement, qui respecte les règlements, il est à l'abri de la poursuite en vertu de l'injonction environnementale. C'est à partir du moment que quelqu'un ne respecte pas les conditions d'autorisation. Dès 1978, on avait dit que la Cour supérieure peut accorder une injonction pour empêcher ça. Et le CQDA et des citoyens s'en sont régulièrement servis. Par exemple, la question des belugas, il y a quelques années, quand le ministre avait autorisé des forages dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Kakuna, à la compagnie TransCanada, Énergie Est, bien, le CQDA a pris une injonction parce que dans ce cas-là, le ministre ne respectait pas, entre autres, ce qui était prévu par la loi. Et donc, ça, dans ce cas-là, l'injonction environnementale est ouverte. Mais cette injonction-là, comme je l'ai dit, il faut la situer, voir la limite. Elle n'est que dans la mesure prévue par la présente loi. Toute personne, toute entreprise qui respecte les conditions d'autorisation, on ne peut pas le poursuivre, on ne peut pas prendre une injonction en vertu de 19.1 suivant. Autre point important à savoir, mais qui n'a malheureusement pas été touché, parce qu'aller prendre une injonction, c'est devant la Cour supérieure, c'est les tribunaux communs. Les promoteurs, eux, ont droit à un accès à la justice facilité, parce qu'ils ont accès au tribunal administratif du Québec. Par exemple, parce que la loi sur la justice administrative et la loi sur la qualité de l'environnement prévoient qu'un promoteur qui fait une demande d'autorisation au ministre et qui se fait refuser l'autorisation ou encore imposer des conditions qu'il juge trop sévères, a lui le droit d'aller contester la décision du ministre devant ce qui s'appelle le tribunal administratif du Québec, qui est une procédure plus rapide, plus simplifiée, si on veut, qu'elle est devant la Cour supérieure, et pour obtenir un changement de la décision. Malheureusement, ce droit-là n'est accordé qu'aux entreprises parce que un voisin du promoteur, la municipalité en question, personne d'autre n'a le droit de contester l'autorisation qui est accordée ou le caractère, éventuellement, laxiste des autorisations. Ce qui est un peu, c'est un deux poids, deux mesures. On considère, dans la loi sur la qualité de l'environnement, que le ministre peut se tromper en disant non ou en étant trop sévère, mais que c'est impossible que le ministre se trompe en disant oui à une autorisation ou en accordant l'autorisation avec des conditions d'autorisation trop laxistes. Dans ces cas-là, les citoyens, les municipalités, on n'a aucun recours en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Ce qui ne veut pas dire qu'on vit dans un état de droit qu'il n'existe pas d'autres types de recours, ce qu'on appelle les recours de droit commun, parce qu'ils sont appliqués par les tribunaux judiciaires, donc la Cour supérieure en montant, Cour d'appel, etc. Très brièvement, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite encore une fois à consulter le guide citoyen, où on aborde là, plus en détail la question des recours de droit commun. Le pourvoi en contrôle judiciaire, c'est son nom, lui, est pris en vertu du Code de procédure civile, donc pas en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, et il permet de contrôler la légalité des décisions de l'administration publique
Donc, même une décision du ministre ou du gouvernement, par exemple, d'autoriser des forages, bien, si cette décision-là allait à l'encontre de ce qui est prévu dans la loi sur la qualité de l'environnement ou elle allait à l'encontre dans d'autres lois, la loi sur les espèces en péril, bien, le CQDA s'est servi, entre autres, du pourvoi en contrôle judiciaire pour faire annuler la décision, pas parce que la juge en question était membre de Greenpeace, non, la décision était illégale et les tribunaux ont ce pouvoir-là au Canada de contrôler la légalité des décisions. C'est pas si simple à gagner, c'est pas la chose, mais c'est possible. Et le CQDA est intervenu souvent dans sa vie par le biais du pourvoi en contrôle judiciaire. Les deux derniers relèvent du Code civil du Québec, donc pas le Code de procédure civile ni la loi sur la qualité de l'environnement. Et il y a des recours en responsabilité civile. Par exemple, Hydro-Québec a déjà été poursuivi pour des dommages qui auraient été causés à des propriétés riveraines par ces barrages, les inondations, bon, etc. Ça, c'est plus connu, c'est moins du droit de l'environnement pur, mais les recours en responsabilité civile peuvent être utilisés pour protéger l'environnement puis empêcher que des problèmes se répètent. Et la question des troubles de voisinage, ça, c'est une des dispositions qui sont prévues encore là dans le Code civil. Et les tribunaux, le CQDA y avait participé en 2008. Il y a un arrêt célèbre à Ciment-Saint-Laurent à Québec qui a reconnu la responsabilité sans faute. C'est-à-dire que même si l'entreprise respectait toute la législation, les règlements, etc., mais ces émanations, la pollution apportait des troubles de voisinage aux gens qui habitaient autour de Ciment-Saint-Laurent, bien, ils ont été condamnés à indemniser. Et par le biais, c'était encore là, de l'action collective, ce qui autrefois était appelé le recours collectif, qui est aussi un outil intéressant en termes d'accès à la justice, parce que l'environnement, c'est souvent des questions qui touchent une communauté de gens. Contrairement à la responsabilité civile, ça peut être un seul individu qui est brimé, touché dans ses droits, une atteinte à ses biens. Mais quand c'est plusieurs personnes, on pense à la MIOF, etc., mais le recours, l'action collective est un outil intéressant, encore là, prévu, lui, par le Code de procédure civile. Comme j'ai dit, dans tous ces cas-là, si jamais vous voulez en savoir plus, il y a le guide citoyen et n'oubliez jamais non plus de contacter le Centre québécois du droit de l'environnement où il y a des gens spécialisés, des avocats et des avocates qui peuvent répondre à vos questions et éventuellement appuyer vos démarches. Sur ce, merci de votre attention.